l'urgence, les écrivains algériens francophones entre ignorance et indifférence. Donc je vous demande de commencer votre intervention. Merci. Je vous remercie Madame Hamadi pour cette belle présentation et j'en profite aussi pour remercier Madame Marie-Lise Paoli qui m'a permis de donner ma première communication. Donc sans trop tarder, comme vous avez déjà annoncé, je vais parler de la guerre civile qu'a connue l'Algérie durant les années 90. Donc 230 000 morts, 20 000 disparus, une liberté d'expression bafouée, un peuple réprimé, une féminité usée, une enfance sacrifiée et une jeunesse manipulée. Tel est donc le visage sombre de l'Algérie des années 90. Depuis 1988, un génocide programmé oppose d'un côté les hommes de pouvoir connus sous le nom d'Irboub ou les dieux invincibles, et de l'autre côté les islamistes ou les serviteurs du Dieu suprême. Ces soldats d'Allah prétendent défendre Allah et ses créatures, alors qu'ils ont oublié que dans la charia ou les lois canoniques islamiques, c'est à Allah de les protéger. Entre un Dieu suprême et des dieux invincibles, ni la guerre des dieux. Une ardente bataille sans merci et surtout sans fin. Et comme tout conflit divin, c'est au Dieu de se battre, mais c'est au peuple de mourir. En Algérie, les acteurs de la guerre civile sont insatiables et les pauvres agneaux des seigneurs tombent chaque jour encore plus pour assouvir les fantasmes de ces dieux égorgeurs. Alors que l'égorgement massif et sans pitié du peuple perdure, un phénomène destructeur se produit. Il s'agit de l'extermination de l'intelligentsia algérienne. Les intellectuels algériens, majoritairement opposés à l'instauration d'un État théocratique, sont perçus comme opposants à l'autorité divine, comme une bande de mécréants, de polythéistes ou de renégats désignés par la vindicte islamiste. Je cite, les journalistes qui combattent l'islam par la plume périront par la lame. Prononce lors d'un entretien Ja'far al-Afghani, l'un des premiers émirs du Jia les plus meurtriers en Algérie. En effet, cette ville promesse ne tarderait pas à être appliquée. Le regretté Tahar Jaout, qui s'est indigné contre le silence et la soumission du peuple en criant « Si tu parles, tu meurs. Si tu te tais, tu meurs. » Alors Di meurt, a malheureusement payé de sa vie son désir de révolte. Qui a tué Tahar Jaout? Qui a massacré le peuple algérien? Allah le Tout-Puissant aime-t-il qu'un musulman égorge un autre musulman au nom de l'islam? Seuls les cadavres algériens peuvent vraiment nous révéler la cause et l'identité des tueurs. Cependant, notre propos n'est pas de répondre à ces questions, mais d'aborder un point précis de l'écriture littéraire de l'histoire de cette période. Or, sur les 174 écrivains en activité durant les années 90, nous comptons seulement 28 écrivains, soit 16%. Certes, la position de l'écrivain en Algérie est doublement critiquée. Cela tient d'abord au statut de la femme. D'ailleurs, sur cette question, Christine Détresse rappelle que, je cite, « La romancière algérienne est en effet femme, et il est bon de se souvenir qu'en Algérie, la place des femmes dans la société civile est toujours marquée par le Code de la famille de 1984, où la femme est une mineure à la vie. Elle est également algérienne, donc représentante d'un pays déchiré dans les années 90 par une véritable guerre civile. En outre, ni la société, ni le champ intellectuel des années 90 ne semblent favoriser la production littéraire et artistique dans ce pays. Encore moins pour les femmes de lettres. Certes, nous ne devons pas oublier les circonstances et les conséquences néfastes de la guérilla antiterroriste et son impact direct sur la prise de position de l'intellectuel en Algérie. L'extermination de l'intelligentsia entre 1992 et 2003 a fait fuir un grand nombre d'écrivains et surtout d'écrivains algériennes. Elles ont choisi un exil vers cet Occident opulent où il fit, paraît-il, bon vivre. Les plus déterminés jetteront leur courage et leurs ultimes espoirs dans des textes révolutionnaires afin de défier le silence du gouvernement et l'acceptation de la société algérienne de son sort. Cependant, l'herbe n'est jamais aussi verte ailleurs comme on le prétend. Si la plupart des romancières algériennes des années 90 avaient refusé de publier leurs textes en Algérie de peur qu'ils soient confondus avec leur vie privée,
Les maisons d'édition en France leur ont accordé un accueil spécial. Et, je cite, ce qui est entendu comme fiction par les romancières est attendu comme document par les maisons d'édition. Entre un champ sociopolitique défavorable et répressif en Algérie, un champ intellectuel et sélectif, et aussi une maison d'édition très exigeante en France, les romancières algériennes se désespèrent encore plus. Après avoir renoncé à leur voie contestataire en Algérie, elles se voient en train de perdre partiellement ou entièrement leur imaginaire et leur imagination littéraire en France. Nous nous demanderons alors face à cette situation critique, si le désengagement politique de la majorité des écrivains algériens des années 90 est un choix ou une obligation. Dans quelle mesure les écrivains algériens francophones sont-elles elles-mêmes responsables de leur absence? Pouvons-nous associer l'occultation de l'écriture féminine de l'histoire algérienne contemporaine à l'absence du représentant féminin, à leur marginalisation ou à leur automarginalisation? Ces interrogations nous mènent à soulever deux grandes questions qui sont en même temps notre deux grandes parties. Donc la première, quelle est la place de la femme de lettres en Algérie? La deuxième, quelles sont les spécificités et les enjeux de l'écriture féminine historique en Algérie? Tout d'abord, pour pouvoir répondre à ces questions, il est indispensable de connaître la nouvelle définition donnée aux écrivains algériennes francophones des années 90. Pour les barbus, une francophone algérienne, enseignante, écrivaine ou journaliste est celle qui garantit une continuation maléfique de la présence française. Elle est la communiste ou chouïa, alors que, je cite, dans l'idéologie islamiste, un communiste représente l'ennemi par excellence. Un ennemi à la fois puissant et injuste comme l'étaient les Russes pour les Afghans musulmans. Précise Naravas. Les écrivains féminins sont vus aussi comme des athées, des laïcs ou des apostates, ce qui les classe automatiquement dans la case des mécréants ou al-kuffar, méritant d'être égorgés pour délit de mécréance. En plus d'être renégates, polythéistes et ennemis de la religion, Adouat ad-Din, ces femmes libres et cultivées qui ont tourné le dos non seulement à une société algérienne machiste, mais aussi à tout un système religieux, sont perçues aux yeux des islamistes comme les meilleurs suppôts du tyran, ou at-Tarot, pour mieux reprendre le nom donné au pouvoir militaire algérien. Sans oublier aussi les appels au djihad d'Ikhlef Shrati, d'Abbasi Madani ou d'Ali Benhaj, inspirés de la propagande djihadiste de Sayyid Qutb, qui font que les nouvelles cibles, outre le pouvoir algérien, sont ses sympathisants, les intellectuels d'une manière générale, les francophones en particulier. Les écrivains francophones demeurent les plus visés parce qu'elles appellent à l'émancipation et à la libération des femmes et propagent des images et des idées de l'occidentalisation. Baya Gasmi, dans Moi Nadia, femme d'un émir du GIA, décrit les conséquences de cette politique terroriste. Je cite, à Haïbouneb, comme tous les endroits où il prend pied, dès son arrivée, le GIA instaure un ordre nouveau. L'enseignement de la langue française est interdit et tous les enseignants qui poursuivent leur travail sont menacés de mort. La plupart d'entre eux, en majorité des femmes, préfèrent donc s'abstenir. Malheureusement, quand l'islamisme radical se double de machisme social, la souffrance des femmes de lettres devient incurable, mortelle. C'est par la faute de leur courage et de leur indignation que Yasmina Drissi, Farah Ziyan, Rachida Hamadi, Malika Sabour, Naïma Hamouda, Yasmine Brik et autres ont férocement trouvé la mort. Ici, Inter Arma, Sirent Musa, il n'aurait pas fallu que les écrivains algériens, nous semble-t-il, défient les dieux de guerre les plus bavards. Néanmoins, comment peuvent-elles éviter le danger si elles sont elles-mêmes les plus recherchées? En conséquence, pour empêcher l'apparition de leur nom sur des listes des prochains exécutés épinglés quotidiennement à l'entrée des mosquées, la majorité des écrivains féminins ont préféré garder le silence et s'éloigner de ce problème malheureusement algéro-algérien. Cette absence ne traduit certainement pas la passivité et l'acceptation des écrivains algériens de la situation catastrophique du pays, mais d'une incapacité d'agir dont il est question. Mais Sebeï confie lors d'un entretien avec Mohamed Qassimi et Dominique Rabourdin, je cite, « Je savais que j'avais aucune possibilité d'agir sur les choses et sur le monde en tant que femme, bien installée dans une société dans laquelle j'avais très peu de marge de manœuvre. Face donc à cette marginalisation sociale, et contrairement à la majorité des écrivains masculins
qui semblent lutter par des textes événementiels et circonstanciels, les écrivains algériens des années 90 marquent leur lutte par des écrits identitaires et contestataires, en s'interrogeant généralement sur les grandes questions de la condition féminine et sur la place de la femme dans la société algérienne. Pour elle, je cite, « La rébellion contre l'injustice est une chose. Le vrai désir de liberté en est une autre qui exige un pas beaucoup plus grand, parfois quelques ruptures, comme le signale Malika Muqaddam dans l'excipit de l'interdite. » Ici, Malika Riyan considère l'écriture comme thérapie et Rania Hamadou écrit pour ne plus avoir mal. Leila Mirwan, elle, justifie le silence et l'indifférence des écrivains algériens face à la guerre civile par leur incapacité de se remémorer et surtout de décrire les scènes atroces de la guérilla. Elle s'interroge dans le châtiment des hypocrites, je cite, « Comment rapporter l'intensification des entraînements nocturnes, le bruit des armes qu'on charge, le crissement des couteaux qu'on affûte, les incendies des chaumières? Comment se remémorer le cri des enfants, le hurlement des femmes? Comment restituer l'odeur de sang frais, des soupirs macabres, l'haleine des cadavres? Comment rendre compte de l'anéantissement d'un village? Expliquer, comprendre, analyser l'indifférence alentour. » En effet, l'objectif, le temps et le style sont différents d'une écrivaine algérienne à une autre. Cependant, elles partagent toutes l'omniprésence de la violence dans leurs écrits. Une violence dont, je cite, le lien avec l'actualité algérienne immédiate ne peut s'y lire qu'à un deuxième niveau, comme dans l'œuvre inclassable de Nina Bouraoui ou l'écriture classique et de l'errance de Malika Muqaddam. Cette mise en arrière-plan de l'actualité algérienne tend à éviter la banalité de l'horreur, présente à travers les images répétitives de la peur, de la mort, de la torture et du crime. Ces figures de la terreur, à force d'être récurrentes, deviennent redondantes et habituelles aux lecteurs des années 90. Contrairement à la majorité des romans masculins des années 90, où il n'est plus question seulement d'égorgement et de châtiment, mais plutôt de nombre des personnages ou des personnes égorgées et de la manière avec laquelle elles sont exécutées, châtiées et mutilées. Contrairement à ça, les écrivains algériens ne cherchent pas à perdre l'aspect poétique et esthétique de leur écriture. Elle évite souvent cette écriture de l'urgence et du témoignage sur la tragédie, puisqu'elles, je cite, veulent être considérées en tant que telles et non en tant que témoins, car le système accorde la primauté à la création. Or, la création transcende les faits, donc le temps, d'où le refus de la notion d'écriture d'urgence par certains nouveaux écrivains, conclut Farida Boualid en confirmant qu'il n'est plus question de mettre en question l'existence même de la littérature, mais de prétexter la littérature pour attester de la véracité d'une expérience vécue plus collective qu'individuelle. Ces expériences vécues par les écrivains algériens sont relatées à travers une écriture rétrospective policière dans laquelle chaque auteur mène son enquête et à partir du présent tente d'interpréter et de réinterpréter le passé pour lui trouver des significations justes et plus acceptables. Cela exige certainement une reconfiguration du temps. C'est pourquoi les écrivains algériens utilisent tantôt un temps cyclique, tantôt un temps linéaire. Cependant, tous les textes féminins exhibent un passé qui ne passe pas. C'est une mémoire tatouée, pour reprendre le titre d'Abdelkbir Khatibi, qui surgit et persiste dans leurs écrits. C'est à travers la reprise des figures féminines réfractaires et indignées, telles que la Kahina, le Lansoum ou Hassiba Ben Boualé, que les écrivains algériens des années 90 construisent leurs textes. Cependant, le symbole de Shahrazad, la narratrice des Mille et une nuits, demeure l'image la plus représentative de la lutte des femmes. C'est à travers cette image de la femme sacrifiée ou de celle qui a conjuré la mort par l'usage de la narration fictive qu'apparaît la tentative des écrivains algériens comme Hafsa Zinay Koudib ou Assia Djibar d'appréhender l'origine de la tragédie de leur pays. Sittar Ben Jelloun, dans l'Ablation, pense que, je cite, Shahrazad dans la bouche donna naissance à quelques-uns des contes les plus cruels, racistes, atrocement misogynes, pervers, ambivalents. Hafsa Zinay Koudib, quant à elle, confirme dans son voix, je cite, qu'au commencement était le verbe. C'est par le verbe que Shahrazad a tenu la mort en échec. La parole est magique, elle nous fit vivre. En effet, les écrivains algériens des années 90 doivent exister. Et c'est par la parole
qu'elles pourront atteindre leur pouvoir. Un partage de pouvoir qui est désormais l'ennemi redoutable de tous les hommes, l'Algérien surtout. Écrire au féminin était donc une atteinte à l'un des tabous intransgressibles en Algérie, la pudeur. Le lecteur algérien n'arrive pas encore à distinguer l'écrivain de la narratrice, ni la vie de la personne de celle des personnages. Néanmoins, cette confusion du lecteur naïf est due, me semble-t-il, à une double répétition amnésique pour emprunter l'expression de Charles Bonn, qui fait que la majorité des écrivains féminins algériens écrivent autour des quêtes identitaires qui, désespérément, se ressemblent toutes. Et chacune d'elles, les meilleures exceptées, paraissent oublier qu'elles sont loin d'être les seules à traiter ce sujet. En conséquence, si les écrivains algériens sont accusés de proximité, les écrivains algériennes, elles, sont accusées de distanciation par rapport aux événements qu'a connus l'Algérie durant les années 90. Les écrivains féminins algériens ont bien compris que l'importance de leur écriture tient au fait qu'elles ne jouent aucun rôle, surtout dans la production littéraire qui, durant les années 90, manque fortement de public algérien. Pour le lecteur étranger, elles ont préféré décrire une société en déliquescence, sans pour autant désigner les causes ni les responsables. Ce refus d'une écriture référentielle ou d'un effet de réel, pour reprendre la notion de Roland Barthes, justifie parfois le refus de quelques écrivains algériens de témoigner et de publier leurs textes littéraires. Elles ont contesté une écriture littéraire dépourvue de dimensions fictives et détesté tremper leurs plumes dans les plaies ouvertes et profondes de l'Algérie. Latifa Ben Mansour, par exemple, refuse l'historicité de son roman La prière de la peur et insiste sur la place de la fiction et sur son importance pour produire les témoignages réels les plus tangibles. Elle confirme dans un entretien avec Christine Chalet-Achour que, je cite, « Ce n'est pas un livre d'histoire. Bien sûr, je parle de l'histoire des miens. Je veux parler des lieux que j'aime sans raconter de contre-vérité, en restant dans la vraisemblance, mais pas nécessairement dans l'exactitude historique. Par le biais de la fiction, je transmets plus aisément ce que j'aime de cette culture. Ce que j'ai connu de l'Algérie, je veux le transmettre. » Les écrivains féminins se retrouvent d'emblée face à un dilemme. Suivre et satisfaire l'horizon d'attente d'un lecteur soucieux des problématiques socio-historiques et politiques en Algérie, ou transgresser cet horizon en écrivant des textes à des fins esthétiques et poétiques. Dans leurs deux cas, il leur faut un grand courage et une grande endurance. C'est autour de ces deux principes, pour emprunter l'expression de Loumi, des faits et lutte, que l'écriture féminine algérienne des années 90 n'est plus perçue comme acte solitaire, mais comme un acte solidaire. Résultat, ni le public algérien ne reconnaît le talent féminin, ni les éditeurs français ne reconnaissent la qualité littéraire féminine. Et c'est pourquoi les écrivains féminins algériens des années 90 ont vécu, certes, l'occultation algérienne, mais surtout le chantage français. Maïssa Bey déclare lors d'un entretien avec Mohamed Qassimi et Dominique Rabourdin que, je cite, « La seule manière pour moi de conjurer tout ça, c'est de m'enfermer dans ce monde justement, de m'assumer, mais dans la plus totale des solitudes et dans la claustration. Je dirais presque totale. Je n'essaie pas de vivre comme un écrivain, c'est-à-dire me faire connaître. J'essaie simplement d'être. » En outre, le troisième élément qui semble engouffrer encore plus les écrivains algériens des années 90 dans l'anonymat demeure l'injustice de quelques critiques littéraires d'aujourd'hui. Ces dernières cherchent parfois à comparer qualitativement et quantitativement des textes féminins et masculins algériens et leur rapport aux événements de la guerre civile. Il est indispensable, me semble-t-il, de parler de la place sociale de l'écrivain et de l'écrivaine et de leur angle d'analyse. Nous ne nierons pas l'importance des textes masculins comme ceux de Yasmina Khadra ou celui de Habib Souaidia, qui offrent de précieux témoignages et des vérités époustouflantes sur la vie sociale, la vie au maquis, mais surtout sur le rôle de l'institution militaire en Algérie et son implication durant la guerre civile. Néanmoins, Yasmina Khadra, de son vrai nom, commandant Mohamed Boulsoul, ou Habib Souaidia, qui avait le grade de lieutenant, était militaire dans l'académie interarmes de Cherchel, ce qui leur a facilité sans le moindre doute la tâche d'explorer le champ guerrier de plus près.
Cependant, l'armée algérienne, pendant les années 90, était formellement et catégoriquement interdite aux femmes. Jugées sensibles et moins déterminées, les femmes sont restées exclues du service jusqu'aux années 2000, précisément en 2006. Finalement, nous confirmons cependant que les écrivains féminins algériens n'ont jamais été absents de la scène littéraire algérienne des années 90. Malheureusement, c'est la mauvaise interprétation et les analyses superficielles de leur courage qui les rangent méthodiquement dans l'absence et dans l'indifférence. Leur engagement politique se lit à travers leur engagement artistique et poétique. En revanche, si les écrivains masculins se retrouvent parfois dévalorisés, les femmes de lettres en Algérie sont souvent triplement marginalisées. C'est pas double. Par leur féminité, par leur algérianité et surtout par leur plume. Il ne s'agit pas alors d'une automarginalisation de l'écrivain algérien des années 90, mais d'un champ intellectuel sélectif qui fait que l'écrivain féminin se définit en tant que femme, en tant qu'algérienne et finalement en tant qu'écrivaine. Nous ajoutons à cela une double peine sociale et intellectuelle qui fait que ces intellectuels féminins sont taxés d'absence et d'indifférence. Des femmes de lettres qui ont usé de cette indifférence face au machisme social, face au machisme littéraire et surtout le machisme éditorial. C'est à travers cette indifférence que se lisent le refus, la lutte et le défi des écrivains algériens. Certes, le machisme masculin est connu et contesté, cependant le pire demeure celui des femmes. Je ne voulais pas dire le machisme féminin. On peut se demander à notre tour pourquoi les écrivains féminins algériens utilisent souvent d'anti-héros féminins. Dans leur processus de libération, les écrivains algériens francophones des années 90 ont malheureusement peint des personnages féminins teintés de dépendance et d'infirmité. Qu'il s'agisse de Malika Moukaddam, de Meissa Bey, de Leila Merwan, de Leila Seba, de Nina Boraoui ou même de Assia Djibar, la plupart des écrivains algériens, si elles n'utilisent pas des personnages masculins, introduisent des protagonistes féminins souvent soumises, exploitées, rabaissées et avilées, au sein duquel le personnage féminin silencieux devance tout le reste. Nous trouverons, à titre d'exemple, chez Malika Moukaddam dans l'Interdite, une image d'une dépendance collective des femmes du Qsar. La narratrice qui incarne la vie de l'écrivaine nous l'y décrit. Je cite, « Je vois une koulchit aiguë ». Koulchit, c'est du dialecte algérien. Koulch, ça veut dire tout, c'est que la femme, elle est faite pour faire tout. Je vois une koulchit aiguë, une inflammation de l'âme et de l'être chez une jeune femme de 16 ans. Elle vient de se marier. Je vois une koulchit chronique, crémue et gangrène du quotidien chez une mère prolifique. 11 enfants et le mari ne veut toujours pas entendre parler de contraception. Je vois une koulchit terminale, un cœur qui brate du vide dans le corps d'argile. C'est une femme de 40 ans, sans enfant. Je vois une koulchit hystérique, injection de Valium pour celle-ci, à la carte pour les autres. Leila Merwan, dont l'écriture est qualifiée de vibrante et fougueuse, inscrit son personnage féminin phare, Fatima Amor, héroïne du roman Le châtiment des hypocrites, dans la folie et dans l'infirmité répugnante. Après être enlevée par les terroristes et avoir rassasié leurs fantasmes sexuels, le chemin de l'émancipation de Fatima Amor n'aboutit qu'à une autre forme d'obéissance volontaire à son époux. Et, je cite, « Quoi qu'il en soit, tout ce qu'elle avait entrepris ces 5 ans était pour lui, que pour lui, et le cœur d'amnésie. Elle se pliait à ses désirs, sans réjumber, sans renacler. Elle lui obéissait au doigt et à l'œil, avec naturel, sans rien forcer. Elle avait même appris à parler comme lui, usant à tort et à travers des formules d'une vacuité absolue. Assia Djibar, elle aussi, a prêté à Atiqa un destin tragique. Ce personnage femme, professeur de français et protagoniste de La femme en morceaux, raconte à ses élèves quelques histoires tirées des Mille et une nuits. Rapidement enlevé et condamné par les terroristes, Atiqa reçoit debout une balle au cœur. Atiqa, dont le nom signifie l'ancienne, a essayé d'affronter le présent algérien par la narration des histoires du passé. Néanmoins, ni la littérature, ni la francophonie ne semblent épargner Atiqa de sa mort féroce. Par l'image de Atiqa, on peut voir défiler d'autres symboles de l'angoisse et de la souffrance de l'enseignante francophone en Algérie. La culture,